Faut-il investir dans les large caps portugaises? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche qui n'est pas déjà fait. Et pour récupérer ces capitalisations boursières portugaises, je suis allé sur Companies Market Cap. Et si on prend le top 10, alors on a EDP, Jerónimo Martins, Galp Energia, Banco Comercial Português, Gamal Life, The Navigator Company, Sonae, Nos, Rennes, Semapa. Je vous ai mis ça dans une watchlist. Comme d'habitude, on passe en revue les colonnes. Symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie avec laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc le multiple de valorisation ici, ratio coût-bénéfice, ratio coût free cash flow, valorisation par rapport aux capitaux propres tangibles, rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres, endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire pour inclure donc rachat d'action ou dilution potentielle, free cash flow, bénéfice net et le payout ratio, la proportion de bénéfice net versé en dividende. Première entreprise de la liste, c'est EDP. Donc là, c'est le réseau donc électrique, si je ne me trompe pas. Donc c'est marqué ici, ouais. Portugais. On est sur 16,6 milliards de dollars de market cap. Quasiment pas de croissance, en rythme annualisé sur 5 ans, 0,9. C'est très mature, donc évidemment, ça bouge pas trop. 10 en VE sur EBITDA, 18 en ratio coût-bénéfice, free cash flow négatif, donc il n'y a pas de price to free cash flow. Typiquement, ce genre d'entreprise devrait dégager du flux plutôt que d'avoir des dépenses en capital. Peut-être que c'est ponctuel. Si c'est structurel, c'est inquiétant, mais si c'est ponctuel, c'est pas très grave. Bon, on voit que les multiples sont quand même un peu chers pour une boîte qui n'a pas de croissance du tout. On a une rentabilité qui est médiocre, à 3,2%. Un endettement qui est élevé, 4,2 fois le EBITDA en dette nette. Bon, après, les utilities peuvent s'endetter jusqu'à 5 fois, mais bon, 4,2, ça commence à être lourd. Ça fait les charges d'intérêt. On a 5,7 en rendement du dividende, ça c'est pas mal. Il y a un peu de rachat d'actions. Il faut voir si c'est pour annulation ou si c'est distribué aux salariés. Il faudrait regarder si ça vient garnir l'autocontrôle ou pas. Free cash flow négatif, donc on a versé ce dividende à crédit malheureusement. Donc EDP à mon avis plutôt à l'écart, c'est pas assez qualitatif. Ensuite on est sur Jerónimo Martins, donc là c'est la chaîne de grande distribution au Portugal. 15 milliards de dollars de market cap, 12,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Forte croissance, ça c'est suspect. À mon avis, il y a de la croissance externe là-dedans. On a 8,2 en valeur entreprise sur EBITDA, 23 en ratio coût-bénéfice et 31 en ratio coût free cash flow. Donc là, ponctuellement, à mon avis, il y a aussi une dépense en capital élevée. Ça m'étonne que sur ce secteur, on ait des free cash flow plus bas que les bénéfices nets, puisque en fait, on est sur une entreprise qui est quand même assez mature et qui a plus besoin d'injecter du capital, mais bon. Donc c'est un peu cher payé, je trouve, pour la grande distribution. Si vous prenez du Carrefour en France, c'est beaucoup moins cher. Et pourtant, à mon avis, aussi qualitatif. Rendement des capitaux investis à 12%, ça c'est bien, bonne qualité. 1,7 fois les EBITDA en dette nette. Alors ça va être le reliquat d'acquisition passée, parce que typiquement, la grande distrib, c'est un BFR négatif, donc ils n'ont quasiment pas de dette, normalement, sauf s'ils font des acquisitions. 2,8% de rendement du dividende, 2,9% de rendement de l'actionnaire. Il faut voir ça si c'est annulé ou pas, ces actions qui sont rachetées. Bon, le dividende est un peu faible pour ce genre de boîte. Voilà, payout ratio à 65,5, avec des free cash flow plus bas que les bénéfices nets. Donc en plus, ce dividende, il est un peu ric-rac. Donc bon, je pense qu'il y a quand même mieux à faire dans la grande distribution que Jerónimo Martins. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement performant, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo et on continue avec Galp Energia. Donc eux, c'est production de pétrole et de gaz, donc ça va être leur compagnie pétrolière nationale. 12 milliards de dollars de market cap, 5,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans. Donc là, il faut voir quelle répartition entre prix et volume, puisqu'il y a quand même sur la période une forte inflation des prix des hydrocarbures. Puis après, dernièrement, ça s'arrête un petit peu. Bon, on a 4,8 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc là, on a un bon multiple value quand même, 12 en ratio coût-bénéfice et 26 en ratio coût free cash flow. Donc là, il y a une dépense en capital qui a importance. Peut-être qu'ils ont des projets d'expansion, ça c'est pas un problème. Il faut voir si c'est récurrent ou ponctuel, comme d'habitude. Bon, on va dire qu'on évalue quand même en termes de multiples, ça reste intéressant. 12,4% de rendement des capitaux investis, pas mal, c'est supérieur à du Total Energy par contre, cette rentabilité. On est à 0,8 en termes de dette nette sur EBITDA, 4,4 en rendement du dividende, 6,8 en rendement de l'actionnaire. Bon, c'est pas si mal, un payout ratio qui est quand même beaucoup plus élevé que ce qui est affiché ici, puisque les free cash flow sont bien plus bas que le bénéfice net, donc attention, il faut que les free cash flow remontent, sinon ce dividende ne sera pas soutenable. Bon, c'est pas mal, je pense, comme petit dossier. Évidemment, moi j'ai la préférence pour Total Energy, mais c'est si vous voulez diversifier, on va dire, géographiquement, bon, vous pouvez aller sur du Galp Energia. Toutes les compagnies pétrolières en Europe sont intéressantes. Si vous regardez du Eni, c'est intéressant. Si vous regardez du
du Iberdrola ou du Repsol. Ça peut être intéressant, du Shell, etc. Donc, il y a de quoi faire dans le secteur énergétique, hein. Ensuite, on continue avec Banco Comercial Português. Donc ça, c'est la banque, première banque portugaise, 11,6 milliards de dollars de market cap. Croissance du chiffre d'affaires de 11,5 en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, à mon avis, là, il y a de la consolidation, hein. Ils ont dû racheter des banques pour que ça croisse aussi vite, puisque c'est un secteur qui est encore très, très mature. 12 en ratio co-bénéfice. Pour une banque, nous, on veut que ça soit moins de 10, hein, parce que c'est dangereux, les banques, et c'est pas, il faut une décote assez substantielle, et on n'a pas de décote sur actifs tangibles. C'est la même chose. On veut les deux. On veut décote sur bénéfice net, et on veut décote sur actifs tangibles pour avoir les marges de sécurité nécessaires pour investir en banque. Typiquement, vous avez ces décotes sur BNP, qui est bien plus grosse que cette banque-là. Donc, pourquoi aller sur celle-ci? Je pense que c'est pas très intéressant. Un rendement des fonds propres à 12,5, c'est correct. Pour une banque, il nous faut minimum 10%, hein, vu le levier engagé. On a 4,5 en rendement du dividende. Bon, qu'est-ce que ça nous fait en termes de... Ça nous fait à peu près 5 milliards, allez, 4 milliards de... 5 milliards de... Pardon, 5 millions, 50 millions. Je vais y arriver. 50 millions de dividendes versés sur 958 millions de bénéfices nets. On a de quoi les verser, hein, ces dividendes. Bon, plutôt à l'écart, on a cette banque-là. The Navigator Company, donc là, c'est une boîte qui opère dans les produits forestiers, le papier, etc. Et elle est dans le fonds d'indépendance AM, dans le fonds France. Donc, intéressant peut-être, on va regarder. 2,8 milliards de dollars de market cap, 4,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Une croissance plutôt modérée, mais elle existe. 6,4 en valeur entreprise sur EBITDA, 9,4 en ratio co-bénéfice, c'est pas mal. Alors, on n'a pas les free cash flow qui sont chargés, il faudra regarder séparément si c'est intéressant. On est sur voilà, une bonne boîte, 12,6% de rendement des capitaux investis. C'est un secteur, à mon avis, qui est assez intensif en capital, donc bonne rentabilité quand même. 1,7 fois l'EBITDA en dette nette, ça reste correct comme endettement. 4,1% de rendement du dividende, pourquoi pas. On n'a pas d'infos sur les rachats d'actions. Alors, on a combien? Si on prend 1% de fois 4, on doit avoir 8, ouais, on doit avoir 10 millions de... Pardon, 100 millions de dividendes sur 300 millions de bénéfices nets, donc on doit être à un tiers de payout ratio. Bon, voilà, c'est quand même bien sécurisé à ce niveau. Il faudrait regarder par rapport au free cash flow. Donc, The Navigator Company, alors, en tout cas, d'un point de vue quantitatif, je comprends pourquoi c'est dans le fonds indépendance AM, hein, c'est intéressant à ce niveau, hein. Si vous voulez une analyse en détail, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, on pourra regarder ça ensemble. Ensuite, on continue sur Sonae. Alors, eux, ils mettent Consumer Staples, donc ça va être de la grande distribution également. On est sur 2,7 milliards de dollars de market cap, 9,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 7,3 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher, 10,4 en ratio court-bénéfice et 4,8 en ratio court free cash flow. Donc là, ça va être une boîte qui dégage plutôt des flux, hein, vu qu'elle ne doit pas trop tout réinvestir. Bon, c'est value, hein. On est décoté quand même sur les multiples ici. Il y a une décote sur les actifs, sur les capitaux propres, 20% de décote, mais pour moi, ces décotes-là sont à prendre avec des pincettes parce qu'il y a souvent des écarts d'acquisition et franchement, pas tout le monde considère ça comme des vrais actifs. Bon, si on fait des acquisitions, ça peut s'avérer comme actif. Bon, il n'y a pas de décote sur actifs tangibles, donc sur capitaux propres tangibles. Donc, on ne va pas prendre cette marge de sécurité. La rentabilité est plutôt faible, hein, 4,4 en rendement des capitaux investis, c'est pas incroyable. 5 fois l'EBITDA en net, c'est trop lourd. Mais je me demande si c'est vraiment du consumer staple, si c'est vraiment de la grande distribution. Il faudrait regarder quand même. On a 4,8 en rendement du dividende, c'est pas mal. Payout ratio à 66 avec des free cash flow plus élevés. Bon, on est donc sur un dividende qui est sécurisé. Donc, intriguant ce petit dossier, il faudrait vérifier. Mais l'endettement ici me semble un peu trop élevé, donc faut à creuser plus en détail. Ensuite, on est sur NOS, donc ça c'est l'opérateur télécom portugais. 2,3 milliards de dollars de market cap, 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça c'est typique des télécoms, il n'y a pas de croissance. Des multiples complètement value, 5,5 en VO sur EBITDA, 7,9 en ratio court-bénéfice, 3 en ratio court-free cash flow. Très bien, excellent, c'est très décoté. 8,8 en rendement des capitaux investis, correct, hein, pour les télécoms. 2,4 fois l'EBITDA en dette nette. On a un peu de dette, mais bon, sur les télécoms, c'est pas un souci. On peut s'endetter à des taux préférentiels. 9% de rendement du dividende, c'est intéressant ça. 8,6% de rendement de l'actionnaire. Bon. Donc, on a un payout ratio de 68% avec des free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc, ce dividende-là est complètement soutenable. Ben, ça se regarde pour deux profils. Pour un profil value, il y a les décodes sur flux ici, et pour un profil entier, hein. Si vous avez un dividende de 9%, c'est quand même intéressant, hein. Ensuite, on est sur Redes Energéticas Nacionais. Donc ça, c'est le
pareil, ça doit être un opérateur de réseau électrique au Portugal, 2,3 milliards de dollars de market cap, 5,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est un peu surprenant qu'il y ait une croissance. Ah, doit y avoir aussi la variation du prix de l'électricité qui a joué, hein, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de croissance organique sur ce secteur. Les multiples sont raisonnables, on va dire 9,4 en VO sur EBITDA, 13 en ratio coût-bénéfice, mais 3 en ratio cash flow. Et donc ça, c'est pas très cher payé, hein. Donc intéressant à ce niveau quand même, les multiples. On a 5,2 en rendement des capitaux investis, c'est pas très, très rentable quand même. Et la dette est très lourde, hein, 4,9 fois l'EBITDA en dette nette. Bon, pour une utilities, on peut aller à 5, mais on est très proche de 5. Au-delà, ça commence vraiment à être dangereux. Donc là, 5,3% de rendement du dividende, 4,9 en rendement de l'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions, il y a là, potentiellement des actions qui seront mises en circulation. Il faut voir d'où ça sort. Est-ce que c'est des nouvelles actions, ce sont des nouvelles actions ou de l'autocontrôle. On a un payout ratio qui est à 63% avec des free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable. Mais il y a beaucoup trop de dettes sur cette boîte-là, donc à mon avis, il vaut mieux en mettre à l'écart. Ensuite, on a Semapa. Donc ça, c'est plutôt une boîte qui... Alors ici, ils mettent Paper and Forest Products, mais je crois que c'est plutôt maintenant une holding, hein, donc peut-être il faudrait regarder par rapport à ces multiples-là. Et je pense que c'est un peu la même chose pour Sonae, en fait. C'est pour ça qu'on a des codes sur capitaux propres. Ici, on a des codes de holding, en fait, qui apparaissent. Bon, 1,6 milliard de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans, des multiples complètement value, 4,8 en VO sur EBITDA, 6,6 en ratio coût-bénéfice. On n'a pas les free cash flow, il faudrait regarder séparément. Bon, c'est pas cher quand même, hein. 13% rendement des capitaux investis, c'est pas mal. Après, si c'est une holding, il faudrait regarder le rendement des fonds propres. Lui, on n'a pas la donnée, tant pis. 2,1 fois l'EBITDA en dette nette, bon, c'est soutenable. Et 3,6% de rendement du dividende, ce qui est pas si mal. Ça doit nous faire les 40 millions versés en dividende. Donc, par rapport aux 242 millions des bénéfices nets, c'est soutenable. Bon, il y a de quoi faire quand même au Portugal, hein. À mon avis, on peut aller sur The Navigator Company, qui est intéressant. On peut aller sur NOS aussi, qui m'a l'air intéressante. Et c'est ma part, regardez les free cash flow, mais regardez quel type de boîte c'est, si c'est une holding. Bon, peut-être moins intéressant, mais bon, ça vaut le coup d'être creusé. Il y a Gamma Life aussi dans le top 10, mais malheureusement, j'ai pas les données sur Coifin, donc je peux pas l'analyser. J'espère que cette revue du top 10 portugais vous a intéressé. C'est quand même un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.